Multi-21, c'est... Yeah, Multi-21. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau podcast de Multi-21. Nous sommes déjà de retour en Europe, et oui, mais pour pas longtemps. Et puis ce n'est pas vraiment l'Europe, c'est la Russie. Et pour parler d'un pays de dictateur, quoi de mieux que le dictateur de Multi-21, Aurélien est avec moi. Aurélien, comment vas-tu ? Bonjour à tous, bonjour Clément, ça va très bien. Écoute, c'est un plaisir de revenir sur ce podcast et surtout c'est un plaisir de parler d'un circuit que j'affectionne tant, que tout le monde aime d'ailleurs, puisqu'il s'agit de Sochi. Alors très vite, avant d'évoquer le circuit de Sochi, merveilleuse piste de parking s'il en est, très vite quelques infos concernant le week-end. Alors déjà, on avait évoqué il y a quelques temps, après le Grand Prix d'Allemagne, ce point en suspens de Williams qui allait peut-être leur permettre d'avoir un point cette saison. Et bien finalement, le TAS leur a accordé ce point, donc ils gardent ce point au détriment de Alfa Romeo et des deux Alfa Romeo d'ailleurs. Donc un bon point pour Williams. On peut aussi noter pendant ce week-end l'arrivée de deux petites propositions concernant les années à venir, à savoir 2 arrêts obligatoires pour les pneus, mais Pirelli y est opposé, et puis ces sortes de mini-courses le samedi avant le Grand Prix, c'est-à-dire qu'on partirait du classement général du championnat du monde des pilotes, on ferait grille inversée, et puis après les meilleurs pilotes devraient remonter pour se placer sur la grille. Alors avant de parler de Sochi, pour toi, est-ce que cette idée est bonne ou non ? Les pilotes ont dit non, les écuries ont dit peut-être. Je te laisse me donner ton avis sur cette idée de mini-course le samedi. Bah, en fait, le truc en Formule 1, c'est que toutes les récentes idées qu'ils ont pu avoir pour améliorer le spectacle en qualification comme en course, ça n'a jamais été vraiment fameux. J'ai évidemment le souvenir des qualifications au chronomètre, enfin les 90 secondes pour signer un temps début 2016, ça a été vraiment un flop complet. Donc tout porte à croire que leur idée de grille inversée ça va être moisi aussi, mais ce qui est une bonne chose, c'est qu'ils ont envie de faire des essais avant de mettre ça en pratique. Donc ils parlaient de faire ça en 2020 pendant 1 ou 2 week-ends de Grand Prix. Voilà, 2020 qui est une année de stabilité réglementaire, il n'y aura pas de changement contrairement à 2021, donc ça pourrait être l'occasion sur un Grand Prix, sur un circuit où on peut dépasser, donc évidemment ça se fera pas à Monaco, l'idée d'une grille inversée par rapport au classement général. Donc à voir justement, à voir, et surtout ça va être testé dans de très bonnes conditions, donc j'ai hâte de voir ça. Et puis oui, on peut rajouter qu'ils veulent le tester sur un circuit où ils auront la possibilité de dépasser et où les courses ont été plutôt ennuyantes ces dernières années. Donc le Castellet semble tout trouver pour permettre ce type d'essai. Alors revenons sur ce circuit de Sochi. Circuit de 5 km 848, circuit assez long du calendrier, qui possède plusieurs virages assez sympas, notamment le virage numéro 3, qui est un grand virage à gauche qui fait 180 degrés. Quelques petits changements par rapport à l'année dernière, puisque la ligne droite de DRS, la deuxième, sera légèrement plus longue. On se rapproche de 133 mètres du virage numéro 10, donc on va avoir plus de possibilités de dépasser. Mais à part ce virage numéro 3, c'est un circuit quand même dans l'ensemble assez plan-plan, très plat et très ennuyeux, avec quelques virages carrés, enfin du talc tout craché. Ouais, franchement, circuit de Sochi, c'est vraiment pas un circuit que j'affectionne. Ouais, il y a pas de caractère. Il y a peut-être le troisième, quatrième virage, vous savez, cette longue courbe à gauche vraiment interminable, qui peut être intéressante, qui était intéressante à l'époque où les F1 bah, étaient encore un petit peu plus étroites et un peu moins puissantes. Et là, voilà, avec les pneus de 2017, avec les nouveaux ailerons avant et tout, bah, ça a un petit peu perdu de son caractère. Maintenant, les pilotes passent aisément pied au plancher dans ce virage. Donc voilà, si maintenant ce virage est même plus impressionnant, bah, y a vraiment rien qui est sur ce circuit. C'est un peu un Castellet bis au final. Effectivement, ouais, ça nous fait exactement penser au circuit du Castellet et à tous ces circuits un peu à la taille que a essayé nous refourguer Bernie Ecclestone dans les années 2010, avec plus ou moins de succès. On se rappelle de l'épopée en Corée du Sud ou en Inde qui nous ont bien fait rigoler. D'autres ont réussi, mais ces circuits-là ont été assez minablement faits. Et puis ce circuit de Sochi, finalement, il n'est pas très beau, mais bon, il reste au calendrier parce que la Russie, c'est un point important de la F1, qu'on a toujours des pilotes russes depuis des années et que, bref, Poutine est là pour appuyer le Grand Prix, donc c'est surtout ça qui permet le Grand Prix. Alors, partons directement dans l'actualité. Ferrari a remporté les 3 dernières courses, 2 victoires pour Charles Leclerc en Belgique et en Italie, une victoire pour Sébastien Vettel au Grand Prix de Singapour. Est-ce que Ferrari peut passer la passe de 4 sur un circuit qui a toujours
appartenu aux Mercedes, puisque en 5 éditions, on a eu 5 victoires de Mercedes, 3 pour Lewis Hamilton, 1 pour Valtteri Bottas et 1 pour Nico Rosberg. Oui, alors là, ça va être un petit peu le juge de paix, justement, hein, parce que Mercedes, qui n'a plus rien gagné depuis début août, c'est assez fou de se dire ça, sachant que Mercedes, depuis 2014, c'est quasiment 90% des victoires en Formule 1. Donc oui, ça va être l'équipe à suivre. Là, pour la première fois depuis très très longtemps, bah, justement, Mercedes n'est pas dans cette position de favori au moment d'aborder un week-end de Grand Prix. Bon, c'est un bon changement, ça fait du bien. Enfin, on peut voir un début de challenge proposé par Ferrari. Ils avaient proposé pendant les essais hivernaux, malheureusement, c'est pas là où sont distribués les points, donc ça servait un petit peu à rien. Donc voilà, s'ils ont été en mesure de corriger les problèmes qu'ils avaient, notamment au niveau de l'aérodynamique, hein. On sait très très bien que le moteur Ferrari marche très très fort, on l'a vu en Belgique, on l'a vu en Italie, et voilà, c'était sur des circuits un peu en mode Singapour, c'est-à-dire avec beaucoup de virages, assez lents, assez techniques, c'est là où les Ferrari étaient nettement plus en difficulté. Voilà, le Grand Prix de Singapour a montré que Ferrari était forte partout au final. Donc ouais, au final c'est à se demander si Mercedes va être en mesure d'en gagner une avant la fin de la saison. Je pense, hein, puisqu'il reste 6 courses. Sur les 6 courses, il y aura forcément une course où Hamilton va se transcender à en gagner une. Mais bon, j'ai vraiment l'impression que cette fin de saison appartient à Ferrari. Ça leur aidera pas, enfin, ça leur permettra pas de remporter le titre constructeur. Et puis quand tu parles... Je te laisse, vas-y. Effectivement, tu l'as dit, c'est... Justement, si Lewis Hamilton peut en gagner une, ce sera... très fortement. Il y aura beaucoup de chances que ce soit à Austin, qui est un de ses circuits fétiches, un circuit où il a beaucoup performé. Justement, tu parlais de Mercedes. Mercedes et Red Bull ont toutes les deux stagné depuis quelques courses. Red Bull, notamment, ça s'est vu sur les 3 derniers Grands Prix. Max Verstappen a même déclaré que c'était les pires moments depuis l'Autriche, qu'il n'y avait pas eu de bons moments depuis l'Autriche. Donc finalement, est-ce que Red Bull comme Mercedes peuvent sortir de cette spirale dans laquelle on voyait Ferrari en début de saison et dans laquelle Ferrari est sorti à force de développement, mais au bout de 6 mois, et là on est à moins de 6 mois de la fin de la saison, donc est-ce que Mercedes et Red Bull peuvent revenir dans la bataille avec Ferrari pour la lutte pour la victoire? Bah écoute, c'est assez difficile d'y répondre. Là, franchement, j'ai quand même l'impression que, enfin, je sais pas si c'est vraiment une impression, mais je sens que Mercedes s'est déjà tourné sur 2020. De toute façon, l'avance au classement général est telle qu'ils peuvent plus être rattrapés. Donc, ça sert à rien de pousser le développement au maximum cette saison pour voilà, battre Ferrari sur les 6 dernières courses. À part peut-être pour une espèce de péché d'orgueil, mais bon, c'est pas vraiment productif. En revanche, pour Red Bull, bah voilà, vraiment, en ce début de saison, ils étaient très 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 bons. Et puis, depuis les premières pénalités moteur en Belgique et à Monza, bah, c'est pas vraiment ça. En même temps, Belgique et Monza, c'était 2 circuits où, de toute façon, personne n'attendait les Red Bull. C'est des circuits de rapidité, c'est pas vraiment le point fort de la Red Bull. En revanche, voilà, Singapour, Verstappen accroche le podium un petit peu de manière heureuse, parce que le rythme adopté par le leader Leclerc en début de course était vraiment très très lent, donc ça a permis à Verstappen et à Albon de rester accrochés au wagon de tête. Et après, voilà, le jeu de la stratégie a fait que Verstappen se retrouve devant les 2 Mercedes après les arrêts au stand. Mais bon, je sens quand même que si les Ferrari et les Mercedes avaient lâché les chevaux d'entrée de jeu, on n'aurait pas vu les Red Bull de la course, ça c'est sûr et certain. C'est vraiment très inquiétant parce que Singapour, c'est vraiment un circuit 100% Red Bull. Donc là aussi, à mon avis, on va peut-être voir un sursaut à Suzuka, étant donné que c'est le jardin de Honda. Et donc évidemment, à domicile, il doit faire bonne impression. Mais voilà, fin de la saison, je ne pense pas qu'on revoie une Red Bull sur la plus haute marche du podium. Oui, tu l'as dit d'ailleurs, le seul Grand Prix encore où on pourrait avoir l'espoir, en plus du Japon, ça serait les Émirats Arabes Unis, et encore, puisque si Ferrari continue sur cette lancée-là, même sur ce Grand Prix-là, on aura difficilement des Red Bull en tête. Alors, depuis quelques courses, justement, on a beaucoup de batailles en tête, alors qu'à la mi-saison, on était un peu désespéré, on se disait que Mercedes allait tout rafler sur son passage. On se disait aussi ça dans le milieu du peloton, où McLaren semblait sortir du lot et
quasiment facilement prendre la quatrième place. Et finalement, Renault est revenu dans la lutte sur ses dernières courses, notamment par sa qualification en Italie et par ses bonnes performances sur les derniers Grands Prix. Alors pas forcément solvé de réussite, bien évidemment, puisqu'on a eu quelques difficultés en course du côté du losange, mais quand même Renault revient dans la course et le duel existe jusqu'à la fin de la saison pour cette fameuse quatrième place. Oui, bah, Renault a pas vraiment eu de chance à Singapour. Je pense qu'ils étaient en moyen de marquer plus de points que McLaren, même si en qualification, bah, au final, c'était une McLaren devant deux Renault. Bon, il y a eu l'exclusion de Ricciardo qui a fait que l'Australien partait depuis le front de grille. Mais en course, il a effectué une belle remontée. Hülkenberg a été très malchanceux avec un contact avec Sainz dans le premier tour, et ça a résulté une crevaison pour Hülkenberg. Donc, ouais, Renault. Au final, ouais, on mettait McLaren quatrième force à la mi-saison et ce jusqu'à la fin de la saison. Mais bon, la lutte est encore serrée entre les deux. Euh, ça va être très intéressant à suivre, bien plus intéressant bien sûr que la lutte entre Mercedes et Ferrari pour la suprématie sur la Formule 1, ça c'est clair et net. Mais je mettrai quand même une petite pièce sur Renault. Parce que voilà, Ricciardo est vraiment dans un regain de forme. Hülkenberg, de toute façon, il est obligé de se faire une bonne publicité s'il veut continuer à poursuivre en Formule 1, alors que Sainz et Norris, les pilotes McLaren, eux, ils sont confirmés pour 2020 depuis belle lurette. Donc voilà, Renault va être très agressif, ça c'est sûr et certain. Alors ça, c'est une prise de risque qui ne fera pas plaisir à Louis, notre ami fan de McLaren. Mais bon, je vais te suivre sur Renault quand même, je pense comme toi que Renault est sur la bonne dynamique actuellement. Il y a une autre écurie qui n'est pas du tout sur la bonne dynamique, c'est Racing Point. Racing Point qui, lors du début de saison, nous avait dit la voiture ne sera pas compétitive puisque elle a été développée dans une période de trouble où il y avait des peines financières. Il faudra attendre les premières évolutions pour voir un regain sur la voiture. On a attendu les premières évolutions, ça n'est pas arrivé. Ils nous ont dit on va attendre la deuxième partie des évolutions. C'était au niveau de la mi-saison, je ne sais plus exactement si c'était en Grande-Bretagne ou en Allemagne, mais c'est au moment où ça devait arriver. C'est toujours pas d'amélioration visible. Et puis là, la troisième partie des améliorations, des évolutions sur la Racing Point devait arriver à Singapour. Et encore une fois, une course très difficile pour Stroll, même s'il s'est montré grâce aux stratégies, et pour Sergio Pérez. Parce que finalement, comme on s'en doutait en début de saison, c'est pas une saison sacrifiée pour Racing Point et vivement 2020. Tout ce qu'ils nous ont dit au fur et à mesure de la saison, que ça allait s'améliorer avec les évolutions, on s'en doutait que ça allait jamais arriver. Et puis finalement, tant mieux vaut qu'ils se concentrent dès maintenant sur le travail de 2020. Oui, bien sûr, mais quand même, c'est la troisième grosse évolution pour Racing Point cette saison. Ça veut dire qu'il planche fort encore sur 2019. Bon, bien sûr, on s'en doute que l'évolution de Singapour soit la dernière de la saison. Mais bon, il y a quand même beaucoup de travail qui a été consacré sur cette saison et ça a véritablement pas porté ses fruits du tout. Donc, ouais, je pense qu'il aurait été judicieux de ne pas apporter d'évolution après celle de la mi-saison, comme tu l'as dit plus tôt. Euh, Parce qu'au final, Pérez a été trahi par un moteur Mercedes. Ça a été déjà le cas en Italie en qualification, ça a déjà été le cas en Belgique en essai libre. Donc c'est la troisième course d'affilée où Pérez a un problème moteur. Il y a vraiment un gros problème avec les écuries clientes Mercedes parce que Racing Point n'est pas la seule. Il y a Williams aussi qui a des problèmes moteurs. À mon avis, ces problèmes moteurs, ils vont se poursuivre jusqu'à la fin de la saison. Là, on va aborder les courses où les moteurs vont être dans un fort kilométrage. Il y aura forcément des pénalités qui vont tomber. Donc voilà, je sais pas si tu as un avis justement, Clément, sur la question Racing Point. Écoute, pour moi, c'est un point d'interrogation aussi. Je pense comme toi que ça ne sert à rien de s'acharner et que sur les circuits qui vont arriver, ils vont avoir énormément de difficultés. Nous, on les attendait, comme tout le monde, en Belgique. C'est là où ils allaient forcément performer. Et puis finalement, ils ont grappillé des points, mais pas tant que ça. Sur la course où ils sont chaque année largement, c'est leur course favorite, c'est la course où ils sont le plus en forme. Donc oui, c'est comme tu l'as dit, la fin de la saison va être pénible, mais après on s'en doutait. Et puis après ce qu'ils ont connu l'an dernier, honnêtement, après c'est cette période de trouble où l'écurie a failli disparaître, après tous les ennuis autour de Vijay Maya et du passage de Force India à Racing Point, c'est tant mieux déjà qu'ils soient à ce niveau là et qu'ils aient pu conserver quand même une équipe technique comme ça
cette saison, et c'est finalement la saison prochaine qu'on aura les réponses. Est-ce que Force India peut retrouver son niveau de 2017, ou est-ce que Force India, enfin sous cette version Racing Point, va stagner dans le milieu fond de peloton? C'est en 2020 qu'on aura la réponse, et puis en attendant, ça sera une fin de saison lente et douloureuse, mais comme pour d'autres, comme pour Haas, comme pour Williams. Alors finalement, c'est à chaque fois qu'on arrive sur ces courses asiatiques, on se dit la même chose pour 2-3 écuries, que ça va être un peu compliqué. Passons aux pronostics. Quels sont tes pronostics pour ce Grand Prix, ton podium et ton driver of the day? Alors pour le podium, étant donné que c'est un circuit Mercedes, j'aurais tendance à placer une Mercedes devant, notamment celle de Bottas qui est toujours très très fort en Russie, ça remonte à l'époque Williams. Mais bon, vu la forme récente des Ferrari, ce serait stupide de mettre une Mercedes devant. Donc je vais mettre victoire de Valtteri Bottas parce que je suis quelqu'un de très stupide. Une deuxième place de Sébastien Vettel qui est très fort en Russie lui aussi. Et pour compléter le podium, je mettrai difficile, mais je mettrai Leclerc. Hamilton éjecté du podium. Oh, Hamilton éjecté du podium, ça c'est une grosse cote. Et ton driver of the day? Exact, j'allais l'oublier. Mon driver of the day. Alors, à mon avis, il va rien se passer de bien fou. Donc, Bottas, celui qui va gagner en driver of the day. Et toi, mon cher? Eh ben écoute, moi je vais partir sur comme vainqueur Sébastien Vettel. C'est rarement que je le pronostique comme vainqueur, mais je le vois bien performer. Ensuite, tu l'as dit, Valtteri Bottas, qui est toujours très fort en Russie. C'est un circuit qui a parfois signé ses plus beaux moments, notamment sa première victoire, comme des moments beaucoup plus tristes, comme quand il avait dû laisser passer Lewis Hamilton. Mais je vais mettre Bottas, et puis en troisième, Lewis Hamilton quand même. C'est très difficile là de pronostiquer entre Hamilton et Charles Leclerc. Je comprends le fait de mettre Charles Leclerc surtout après ce Grand Prix de Singapour où il a le couteau entre les dents. Mais j'ai envie de mettre Lewis qui peut-être un peu vexé. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la zone de presse après la course. Il est venu féliciter Sébastien Vettel avec un petit rictus, avec un petit ah bien joué, genre comme s'il voulait toujours être dans la lumière malgré cette course un peu dans l'ombre. Donc je le vois bien revenir aussi très très fort sur cette course. Et puis mon driver of the day, on est en Russie, donc patriotisme oblige. Je me dois de voter pour Daniil Kvyat. Je ne sais pas pourquoi, c'est juste comme ça, j'ai envie de voter pour Daniil Kvyat. Bah écoute, tu as très bien le droit et il n'y a pas de mal à voter Kvyat. Passons au duel entre coéquipiers. Alors plus on avance dans la saison, plus on commence à y voir clair, sauf pour certaines écuries où c'est toujours un peu le mystère. Et dans l'ordre du championnat du monde, on va bien évidemment commencer par Mercedes. J'imagine que du coup tu mets Bottas devant Hamilton. Oui, bien sûr, pronostic oblige, Bottas devant Hamilton. Bah écoute, je te suis sur Valtteri Bottas pour une fois. C'est rare que personne ne pronostique Lewis Hamilton. Chez Ferrari, du coup tu nous mets Sébastien Vettel bien évidemment. Exactement, tu lis dans mes pensées. Bah écoute, je lis dans tes pronos surtout, mais là ça va devenir un peu plus compliqué. Je mets bien évidemment Sébastien Vettel comme toi. Ça va devenir un peu plus compliqué puisque on arrive sur la première écurie que tu n'as pas mis sur ton podium, Red Bull. Red Bull, ça m'embête un peu. J'aurais aimé suivre les performances d'Albon en Formule 2, parce que je sais que les Formule 2 ont couru en Russie l'an passé. Mais bon, je ne l'ai pas fait. C'est assez idiot de ma part. Donc, réflexe, je mets Verstappen devant Albon. Et ben écoute, je mets aussi Max Verstappen devant Albon. Chez nos amis de chez McLaren. Chez McLaren, c'est assez tendu quand même. Sainz semble avoir l'avantage en qualification, mais en course, Norris est beaucoup plus chanceux que lui. Donc je mettrai Norris devant Sainz. Eh bien écoute, je viens de vérifier pour Alexander Albon. Il a fait premier et troisième aux deux courses l'an dernier à Sochi. Donc peut-être un bon week-end pour lui, sait-on jamais. Je savais qu'il fallait que je m'intéresse à Albon en Formule 2. Écoute, non mais j'ai mis Sébastien Vettel pour toi. J'ai mis Max Verstappen évidemment. Comme toi, Sébastien Vettel, c'est trop vieux. Chez Red Bull, nous remontons au début de la décennie. Oh là là, on se vieux. Et chez McLaren, eh ben écoute, je vais mettre Lando Norris qui avait fait un week-end calamiteux à Sochi l'an dernier et que je vois bien se reprendre cette année en F1. Chez Renault, qui mets-tu ? Chez Renault, Ricciardo, il a la rage surtout après Singapour où voilà, exclusion en qualification, course un peu en dents de scie, donc voilà, s'il faut se reprendre, c'est ce week-end. Je mets Ricciardo comme toi. Chez Toro Rosso.
Alors, il y a eu une coupure, mais j'imagine que tu me parles de Toro Rosso. Et dans ce cas-là, je vais te répondre en toute franchise, Kvyat, étant donné qu'il est à domicile. Bah, écoute, moi je mets Gasly, même si le vote patriotique amènerait à voter Daniel 4, mais je le mets déjà comme driver of the day, on va pas tout lui donner non plus au cher ami Daniel. Chez Racing Point, BWT, Mercedes, Sports Pesa, le nom est trop long. Qui vois-tu dominer l'autre? Bah, Pérez parce qu'il est monté 2 fois, je crois, sur le podium, ou une seule fois, mais en tout cas, il est monté sur le podium en Russie, c'est sûr et certain. Donc Pérez. Bah, écoute, je vais te suivre sur Sergio Perez. On continue avec Alfa Romeo qui n'a pas récupéré de points cette semaine après l'appel du TAS et donc qui sera forcément revancharde. Qui va le plus profiter de la situation? Euh, Bah, Raikkonen, quelle question. Eh ben écoute, je te suis sur Raikkonen. On est plutôt corda pour le moment. Chez As, Magnussen ou Grosjean? Ah, c'est difficile, c'est vraiment difficile. En fait, c'est le plus grand mystère de cette saison. Mais j'aurais tendance à mettre Magnussen parce que Grosjean est particulièrement malchanceux en Russie, à mon bon souvenir. Mais écoute, je vais te suivre sur Magnussen puisqu'après le week-end dernier, en plus de Romain Grosjean, j'ai pas trop envie de mettre Romain Grosjean. Et chez Williams pour finir. Et chez Williams, Russell devant Kubica. Bah écoute, je vais mettre Kubica afin qu'on soit un peu départagé quand même. Sait-on jamais, ça pourrait nous challenger, on verra, mais je n'y crois pas trop. C'est plus pour le fun et parce qu'on est dans la troisième partie de saison, alors autant tenter des trucs un peu rigolos. Bah écoute, je te remercie pour cette preview du Grand Prix de Russie. Un Grand Prix qui s'annonce animé, bien sûr, sur un circuit incroyable. Si vous avez suivi tout ce podcast, vous savez que ce n'est pas vrai et que ça va être une sieste. Mais comme on aime la F1, on va regarder. Aurélien, je te dis rendez-vous au premier virage, bien évidemment, et on espère une masterclass de Daniel Kiat, que ce soit dans le premier virage ou après, afin de nous pimenter un peu cette course. Tout à fait, exactement. Bon Grand Prix à tous. Salut. Salut!